Salut! Hello. Hello. Du coup, ce dont je voulais vous parler, j'ai lu un article sympa et je me suis dit qu'on pourrait lancer une petite étude pour nous occuper pendant le confinement. En fait, Ouais. ça parle de bactéries, elles sont confinées aussi. Et, euh, et donc, en fait, elles sont dans des gouttes et comme elles nagent, elles vont faire des vortex. Et il disait que c'était assez intéressant parce que on étudie souvent l'effet des contraintes géométriques dans d'autres domaines physiques. Par exemple, tu parlais des cristaux liquides, mais pas trop dans la matière biologique et du coup, ça peut avoir des applications assez sympas. Ok. Ouais, pas mal. Mais Ouais, si on fait ça, il faudrait qu'on ait un bon angle d'attaque. ouais, t'inquiète, je m'en charge. Nous allons nous demander comment faire des vortex stables afin d'étudier l'influence des paramètres extérieurs sur leur stabilité et leur vitesse. Pour cela, nous allons former des émulsions eau dans huile, concentrer des bactéries motiles dans les gouttes obtenues et analyser les vortex créés. Du coup, faut commencer par choisir des bactéries qui nagent et puis la bonne méthode de culture pour nos expériences. Donc, je m'en occupe si ça vous va. Ok, Ça va. nickel. La bactérie que nous allons utiliser est une Bacillus subtilis. Cette bactérie est mobile grâce à un système de flagelles qui recouvre tous les côtés de sa surface appelée ciliature péritriche. Pour être dans les bonnes conditions, il est nécessaire d'étudier leur courbe de croissance. La croissance d'une bactérie se fait en plusieurs étapes. Une phase de latence, une phase de croissance exponentielle pendant laquelle les bactéries se reproduisent, une phase de ralentissement avec un épuisement du milieu de culture, une phase maximale stationnaire et une phase de déclin. Pour avoir des bactéries dans un milieu non saturé qui nagent et qui sont suffisamment concentrées, il faut que les bactéries soient dans leur phase exponentielle. En effet, elles développent des flagelles pendant cette phase, c'est donc le moment où la concentration de bactéries motiles est maximale. Je vais tracer la courbe de croissance des bactéries. Pour cela, j'utilise des bactéries en phase maximale stationnaire après une croissance d'une nuit dans un milieu de culture très nourrissant nommé TB. Je les dilue ensuite pour les remettre en phase de latence et trace leur concentration en fonction du temps en effectuant des mesures de densité optique toutes les 20 minutes. J'effectue cette manipulation en testant deux dilutions différentes, une dilution par 20 et une par 200. Du coup, j'ai tracé la courbe de croissance des bactéries. Je vous la montre. Donc, j'ai tracé l'absorbance en fonction du temps. Et donc, pour deux dilutions, en diluant 20 fois les bactéries en bleu et en diluant 200 fois les bactéries en rouge. Et on arrive à la conclusion que pour notre expérience, il va falloir mettre les bactéries en culture la veille. Et ensuite, le lendemain matin, soit on les dilue 200 fois et on les laisse incuber 5 heures, soit on les dilue 20 fois et on les laisse incuber un peu moins de 3 heures. Et dans les deux cas, on aura la bonne concentration. Donc ça dépend un peu de comment on organise notre temps. Ok, super, merci Camille. Bon, alors, d'après l'article, il faut faire des gouttes de 20 micromètres de diamètre. Donc, je vais essayer de faire des émulsions stables avec du dodécane et du span 80 en surfactant et je vous tiens au courant. Ok, nickel. Pour avoir l'expérience la plus répétable possible et qu'on ait tous les trois exactement les mêmes émulsions, j'ai testé un maximum de paramètres et déterminé à chaque fois ce qui marchait le mieux en termes de taille de gouttes. Je me suis concentrée sur les émulsions physiques, donc j'ai pas mis de bactéries dans mes gouttes, et j'ai juste utilisé du milieu de culture pur, donc du Terrific Bros comme Camille. Tout d'abord, il faut choisir la proportion de milieu de culture qu'on veut dans notre émulsion, donc moi j'ai pris un quart, en prenant 50 microlitres de Terrific Bros et 200 microlitres d'huile. Le diamètre du cône va jouer un rôle important dans la distribution en taille parce que plus le cône est étroit, plus il va cisailler les gouttes quand on relâche le Terrific Bros dans l'huile. Donc j'ai pris une pipette assez étroite de 100 microlitres et ensuite j'ai testé plus finement l'influence du diamètre du cône en le coupant à différentes hauteurs et finalement c'est le cône le plus étroit qui fonctionne le mieux, donc faut laisser le cône intact. Ensuite, pour homogénéiser les deux phases, la meilleure technique c'est de prélever au fond avec une pipette non coupée et de relâcher en dispersant de bas en haut. Donc si on fait ça moins de 10 fois, les deux phases sont encore trop visibles. Entre 10 à 15 fois, la solution se trouble et on a une émulsion, et au-delà de 15 fois, on finit par aider les gouttes à se rapprocher et elles coalescent. Ensuite, j'ai voulu voir si vortexer ça permettrait d'avoir une bonne émulsion, mais ça casse trop les gouttes, et elles sont alors à peine assez grosses pour contenir une bactérie. Par contre, pour parfaire l'émulsion, l'astuce c'est de faire 5 secousses de haut en bas à la main pour casser les macro-gouttes qui restent. Donc je laisse sédimenter et au bout de 2 minutes, elles sont tombées au fond et je prélève à peu près au milieu de mon Eppendorf. Par contre, le dodécane est peu visqueux et les gouttes de TB glissent pendant qu'on les observe. Donc j'ai refait des émulsions avec de l'huile de tournesol qui est moins visqueuse et cette fois j'ai rajouté des bactéries dans mes gouttes et j'ai obtenu la même distribution en taille de gouttes mais avec des gouttes fixes et observables cette fois-ci. Ok, du coup j'ai testé tous les paramètres possibles qui pourraient modifier l'émulsion. Donc je prends 2 fois 20 microlitres de bactéries que je mets dans 200 microlitres d'huile de tournesol et après je fais mon émulsion comme je vous ai montré. Et j'obtiens des gouttes avec cette dispersité en taille, donc on a toutes les gouttes qui sont entre 20 et 40 micromètres de diamètre, donc c'est parfait pour faire des vortex. Cool. Ok, super. Bon, je vais passer à l'observation alors. Je reprends ton protocole et je mets ça sous microscope. Cool. Pour observer les vortex qui sont un mouvement 2D, on compresse les gouttes pour créer des disques de 10 micromètres d'épaisseur par 40 de diamètre. On va se servir des lamelles comme presse. De plus, on introduit 4,84 microlitres de mélange qui se répartit sur une lamelle carrée de 22 mm de côté. On a donc une épaisseur de 10 micromètres.
On va aussi silaniser nos plaques, c'est-à-dire les recouvrir d'une fine couche de silane, ce qui rend la surface hydrophobe et donne de beaux disques, contrairement au verre seul qui donne une sphénoïde. Ok, j'ai enfin eu des super résultats, regardez. Dites-moi ce que vous en pensez. Ah, c'est cool. Oh, trop bien. On a des super vortex, ça tourne super bien, c'est super stable. Ça, c'est trop beau. Mais on est sûr que c'est vraiment un vortex là? Je veux dire, genre, c'est cool de le voir à l'œil, mais t'as pas un moyen de le prouver? Si, on peut totalement faire ça en utilisant de la PIV, c'est une analyse d'image. Donc, je propose qu'on se mette tous là-dessus. Ok, ça va. Parfait. Pour déterminer le déplacement entre deux images, le programme de PIV découpe l'image de départ en petits bouts d'une taille définie, 40, 30 puis 20 pixels pour nous, puis il recherche des détails. Ce détail est retrouvé sur l'image suivante et on note le déplacement. Pour bien analyser, il nous faut des détails nets et stables d'une image à l'autre. On se place plutôt au centre de la goutte. Les bactéries sont moins nettes, certes, mais le mouvement global est plus stable et les détails mieux conservés. Grâce à l'analyse par PIV, nous avons réussi à obtenir des représentations du mouvement des bactéries. Certaines expériences ont été très satisfaisantes et ont donné des représentations montrant la présence de vortex très stables. D'autres ont été moins concluantes et la PIV n'a alors pas montré l'existence de vortex. Nous avons étudié l'influence de 3 paramètres: la température du milieu, le temps d'observation et la taille des gouttes. D'un point de vue qualitatif, les différentes expériences ont permis d'observer que la température des gouttes influe sur la stabilité du vortex. La stabilité est optimale entre 25 et 28 degrés. De plus, au bout d'environ 7 minutes d'observation en moyenne, les bactéries meurent faute d'oxygène. Elles meurent plus vite dans les grosses gouttes et à haute température. Les vortex sont également plus stables pour les gouttes autour de 30 micromètres que pour les gouttes plus grosses. En effet, dans les grosses gouttes, des vortex périphériques s'installent. D'un point de vue quantitatif, nous avons essayé d'évaluer l'influence de nos 3 paramètres sur la vitesse des bactéries. A priori, elles ralentissent quand la température baisse, mais nos expériences n'ont pas permis de confirmer cette hypothèse. Nous avons également observé un ralentissement progressif au cours du temps par manque d'oxygène, mais nous n'avons pas quantifié ce phénomène. Finalement, nous avons tracé une courbe de la vitesse des bactéries en fonction de la taille des gouttes et n'avons observé aucune corrélation entre les deux paramètres. La PIV nous a donc permis de confirmer la formation de vortex stables dans les gouttes et de mesurer la vitesse des bactéries. Nous avons alors réussi à former des vortex stables de manière répétable grâce à notre protocole précis. Cependant, les paramètres faisant varier l'évolution du vortex, température, forme de la goutte, instant d'observation, concentration en bactéries, sont très nombreux. Il est alors difficile de dégager des corrélations satisfaisantes car la variation d'un unique paramètre à la fois est difficile à obtenir.